Monsieur Seldon présente l'élection présidentielle française de 1887. Cela fait un peu moins de 2 ans que Jules Grévy a été réélu pour un second mandat lorsqu'un scoop paraît dans un quotidien. Le général Louis-Charles Caffarel serait à l'origine d'un trafic de Légion d'honneur. L'influent gendre du chef de l'État, Daniel Wilson, député radical d'Indre-et-Loire et homme de confiance de Jules Grévy, est ensuite accusé de mettre à profit sa situation à l'Élysée pour trafiquer des nominations de Légion d'honneur contre d'importantes participations dans ses entreprises. Forcément, les regards se tournent vers le président qui lui seul peut signer les décrets d'attribution de la Légion d'honneur, tandis que l'expression « Ah, quel malheur d'avoir un gendre » se popularise. Le 5 novembre 1887, par 436 voix contre 84, une commission d'enquête est votée à la Chambre des députés. Finalement, sous la pression parlementaire, Jules Grévy finit par démissionner le 2 décembre 1887 après 8 ans et 10 mois de présidence. Première affaire marquante de la Troisième République, ce scandale de décoration contribue au discrédit de la République et alimente ce qu'on appellera par la suite la crise boulangiste. Le boulangisme désigne un mouvement politique constitué autour de la personne du général Georges Boulanger, ministre de la guerre de 1886 à 1887. Outre les scandales d'État, le boulangisme se forge dans l'esprit revanchard toujours présent depuis la défaite face à la Prusse en 1870 et surtout dans l'antiparlementarisme alimenté par les élections de 1885 qui voient un renforcement des extrêmes. La Chambre, qui est formée de 3 tendances, celle des conservateurs, celle des républicains modérés d'Henri Brisson et celle des républicains radicaux de Georges Clemenceau, semble absolument ingouvernable, amenant à une véritable instabilité ministérielle. Avec la démission de Jules Grévy, le temps des fondateurs de la République semble s'achever et il faut lui trouver un successeur. L'élection ayant lieu dès le lendemain de la démission, on ne peut une nouvelle fois pas réellement parler de campagne électorale. Cependant, il y a dès le départ un favori, Jules Ferry, l'ancien président du Conseil, quoique discrédité depuis 1885 et l'affaire du Tonkin, où sa politique coloniale avait rencontré moult difficultés. Il a ainsi beaucoup d'adversaires, les républicains radicaux, les monarchistes, les boulangistes, les nationalistes de la Ligue patriote. Même le conseil municipal de Paris décide d'installer en plein hôtel de ville un bureau révolutionnaire décidé à proclamer la commune si Jules Ferry venait à être élu président de la République. Une autre piste chez les républicains modérés pourrait être de nouveau Charles de Freycinet, mais celui-ci semble trop proche de Grévy. Le journal Le Figaro fait alors le pronostic d'une victoire d'un homme plus discret, Sadi Carnot. Âgé de 50 ans, ce qui est assez jeune en politique pour l'époque, Carnot a notamment été ministre des Finances entre 1885 et 1886. Il est alors décrit par la presse de l'époque comme assez peu charismatique, effacé, sans talent oratoire ou bilan politique particulier. Mais entre Freycinet et Ferry, Carnot pourrait bien s'avérer être le choix par défaut des républicains modérés, même si Henri Brisson se présente une nouvelle fois. À droite, les conservateurs sont divisés. Certains soutiennent Félix Gustave Saussier, général et gouverneur militaire de Paris, républicain conservateur mais opposé à Georges Boulanger. D'autres soutiennent le général Félix Antoine Appert, ambassadeur de France auprès de l'empereur de Russie de 1883 à 1886 et qui n'est même pas candidat. Certains parlent également de voter Jules Ferry, ce à quoi s'opposent catégoriquement les bonapartistes. La veille de l'élection, les républicains radicaux organisent une réunion préparatoire pour désigner leur candidat, ce qui constitue ainsi une forme de primaire avant l'heure. Si au début, c'est Charles Floquet, le président de la Chambre des députés qui semble préféré, Clemenceau demande à Floquet de se désister pour Freycinet afin d'avoir plus de chances de rallier les modérés. Freycinet devient donc le candidat des radicaux. On organise finalement, et ce chez l'ensemble des factions républicaines cette fois-ci, un nouveau scrutin préparatoire le jour même de l'élection. Le premier et le second tour donnent Jules Ferry en tête et Freycinet en second. Clemenceau, se rendant compte que Ferry va finir par gagner à l'usure, propose alors de voter pour Sadi Carnot, qui finit par largement dépasser ses adversaires au 4e tour du scrutin préparatoire. On peut donc finalement passer aux vraies élections. Et voici les résultats, et Carnot se détache assez nettement des autres candidats, mais il n'obtient pas la majorité absolue, obtenant 35,69% des voix. Oui, cela signifie que pour la première fois, la France républicaine va organiser un second tour pour l'élection présidentielle. Derrière Carnot, Jules Ferry obtient 24,97% des suffrages, tandis que Félix Gustave Saussier reçoit 17,43%. Ça, c'est pour les gros candidats. Maintenant, on a aussi Charles de Freycinet qui reçoit 8,95% des suffrages, attribuant notamment son deuxième échec à son protestantisme, qui serait un handicap majeur dans une France sous le régime du Concordat. Pour les autres, 8,48% pour Félix-Antoine Appert, et finalement 3,06% pour Henri Brisson. Les 12 voix restantes sont partagées entre 5 noms, et pour l'anecdote, l'un d'entre eux s'appelle Louis Pasteur, oui, le scientifique qui n'était absolument pas candidat, mais qui a quand même reçu 2 voix. Bon, on va devoir organiser un deuxième tour, sauf qu'il n'y a pas de seuil requis fixé par la Constitution. En fait,
C'est à peu près comme l'actuel système d'élection du président italien. Il peut théoriquement y avoir une grande quantité de tours jusqu'à enfin avoir un candidat obtenant la majorité absolue. Finalement, Jules Ferry se retire de la course afin de maximiser les chances du candidat des Républicains modérés, Sadi Carnot. Et voici les résultats, et le vainqueur définitif est donc bel et bien Sadi Carnot avec 74,49% des voix, qui récupère ainsi, en l'absence de Jules Ferry, tous les voix des Républicains. Félix Gustave Saussier bénéficie d'un léger vote utile à droite, passant à 22,73% des voix. Les 23 voix restantes se répartissent chez des candidats s'étant retirés ou ne s'étant pas présentés. Sadi Carnot devient donc le 5e président de l'histoire de la République française. Finalement, cette élection aura surpris presque tout le monde. L'élection de Carnot n'a été rendue possible que par le rejet à l'égard de Jules Ferry, y compris dans son propre camp. Inquiets devant cet homme fort, qui envisageait notamment de rompre avec la constitution de Grévy en utilisant le droit de dissolution, les Républicains choisissent un homme politique très discret, sans grande influence. Pour beaucoup d'observateurs, ce choix contribue encore plus, suite au scandale des décorations, à réduire la puissance morale de la fonction présidentielle, alimentant donc le boulangisme qui s'apprête à connaître son apogée à la fin des années 1880.